Boker Tov. Parashat Shemot, donc on est dans la deuxième étape de la construction du peuple juif. Le choix de Moshe Rabbeinu comme le Big Boss. Et d'un autre côté, Paro, qui va lui aussi être rappelé énormément de fois dans la Torah. On est parti demander une fois à Prem Kanevsi combien de fois Moshe Rabbeinu est marqué dans la Torah. Il a dit 614. Ils ont dit, mais dans l'ordinateur, on a mis, c'est sorti 616. Il a dit non, parce que dans la Torah, il y a un endroit, il y a marqué Maché Yado. L'ordinateur ne fait pas la différence entre Maché et Missé. Il y a un korban qui peut être ou un manio ou autre. Alors c'est marqué C, c'est marqué Missé. L'ordinateur ne fait pas la différence entre le Sin et le Shin. C'est pour ça que c'est les sorties 616. 614 fois, Moshe Rabbeinu est marqué dans la Torah. Après, Kanevski, il est un peu plus médias que l'ordinateur. J'aimerais d'abord commencer par expliquer comment est-ce que Moshe a été choisi. Comment est-ce que Paro n'a pas été choisi, hein, enfin, on va les mettre en relief les deux, Moshe Rabbeinu et Paro, et après voir où est, mais mettre la différence fondamentale entre Moshe et Paro. Donc pourquoi est-ce que Moshe est choisi? Moshe Rabbeinu grandit comme un prince d'Égypte, il est au palais, pépère, tranquille. Et pourtant il y a marqué, va être Moshe El Echav, Moshe va sortir vers ses frères. Il va aller regarder la souffrance de ses frères. C'est pas qu'il se dit bon, bah ok, moi je suis tranquille, moi je suis protégé, j'ai pas besoin de. C'est pas mon problème. Moi je vis tranquille, le problème des autres ne m'intéresse pas. Non. Vaïtse Moshe, il est parti pour voir ce qui se passait et il s'intéressait à la souffrance des autres. Est-ce qu'il était capable de faire quelque chose? Non. Il est quand même sorti pour voir, pour ressentir ce que les autres ressentaient. Vayar Ishmitzri. Il voit un Égyptien qui tape un Juif. Il réfléchit pas trop, il tue l'Égyptien. Il prend un risque. Il est tranquille. Pourquoi est-ce qu'il va se mettre en avant? Il tue l'Égyptien. Il prend un risque, tu dis? Il prend un risque. Bah, c'est ce qui s'est Bien passé. Par où vous voulez tuer? Oui, mais quoi? la question est légitime. La question est légitime. Surtout, il n'est pas légitime. Tu regardes trop le film. Tu regardes trop le film. Non. Dans le dessin animé, c'est vrai que c'est pas comme ça. Bah oui, t'as regardé le film. Pourquoi je comprends? Bah, pas où il prend pas de risque. Je crois que finir. J'ai compris la question. La société égyptienne est basée sur un principe pyramidal. D'accord? Celui qui est en haut, il a tout pouvoir, celui qui est en dessous, Et Moshe, il était bien. d'Égypte. Oui, mais l'histoire prouve que Paro voulait tuer Moshe. Mais non, mais pas du tout. Il n'a pas de droit de protéger les Juifs. C'est logique. Non, mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Tu fais ce que tu veux. Il n'est pas en haut, il y a Paro qui est au-dessus. Et Paro a voulu le tuer. Paro, il a voulu le tuer. À ce moment-là, il n'a aucune raison. Aucune raison de vouloir le tuer. Moshe, il a un droit de Moshe, tuer. il a le droit de tuer sur qui? Alors tu supposes et après tu poses une question. Tu dis il a le droit et après tu dis Mais c'est la réalité. Et Paro, il a le droit de faire ce qu'il veut aussi alors. Bah oui. Et Paro a le droit de faire Ça s'appelle Meniach Hanacha, mais je suis là. Comment il l'a tué en plus? Il l'a tué en disant le mot là. Je le savais. Il n'a pas le droit de le faire. Il a pas un Non, droit mais il a de fait le faire. un geste qui a fait que. Non, c'est le Shem Hamel Fourach. Voilà, Ma c'est seule Shem question, Fourach. c'est d'où il savait le Shem Hamel Fourach. Mais bon. Moi, c'est Moshe Rabbeinu, il savait le Shem Hamel Fourach. En tout cas, c'est marqué qu'il a utilisé le Shem. Et donc Pharaon, il s'est énervé parce que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Bien sûr. Et ça, sur personne. Non. Non. Jusqu'à aujourd'hui, en tous les cas. C'est pas la peine. C'est pas discussion. Mais si, c'est choquant. Évidemment que c'est choquant. Non, est-ce que Moshe Rabbeinu était Moshe Rabbeinu ou c'était un prince d'Égypte? C'était un prince d'Égypte, oui. D'accord, il te dit qu'en tant que prince, ça va. S'il a donc Mais si une c'est personne, il a un droit de pouvoir dans un système qui n'est pas démocratique. Bon, alors la question elle est sur Paro, qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi est-ce qu'il a voulu décapiter Moshe? C'est ça la question. Ok, c'est marqué clairement que c'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qui a fait que Moshe a dû se sauver, etc. Donc d'un coup, Moshe Paro s'est énervé. Ok, très bien. Non, c'est marqué qu'il s'est sauvé quand Dathan lui a dit. La deuxième fois, le deuxième jour. La chose se suit. Le deuxième jour, ça va se savoir. Et donc Moshe a compris que c'était un danger pour lui. Faut pas oublier que Paro c'est un fils adoptif, quoi. Faut pas, Moshe c'est un fils adopté, c'est pas quelqu'un de la famille. En tous les cas, le second jour, il vient, il repart encore une fois voir ce qui se passe avec ses frères. Et là, il voit que Dathan et Aviram se disputent. Et encore une fois, il prend une responsabilité, il endosse une responsabilité, et ça le dérange. Ce qui se passe le dérange. Donc il n'est pas, ce qui se passe autour de moi ne m'intéresse pas. Il est préoccupé par ce qui se passe autour de lui. Donc on voit encore une fois la erpatiout, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas, comment je veux dire ça, il n'est pas spectateur de ce qui se passe. Il est acteur. Il voit Dathan et Aviram, il va prendre position. Il voit un Égyptien qui tape un Juif, il prend position et il s'intéresse. Et ça continue, c'est-à-dire il n'a pas encore appris
que ça va lui causer des problèmes. C'est le Il est- Gvir de la génération. Il est, non, ne fais pas de comparaison incomparable. Et il fait donc il continue avec la même approche quand il arrive. Ouais, merci tout à l'heure. Quand il arrive et qu'il voit que les filles de Yitro qui s'occupent de leur bétail, qui sont éloignées par les autres bergers, encore une fois, Moshe Rabbeinu, il prend les devants, il va se battre pour défendre les jeunes filles, etc. Encore une fois, il se préoccupe de ce qui n'est pas ses affaires. D'accord? Il se préoccupe de quelque chose qui va. En vérité, il pourrait dire bon, Shalom alay nafshi, quoi, c'est pas mon problème. Pourquoi est-ce que je vais me préoccuper? Il se préoccupe. La deuxième facette qu'on voit chez Moshe, c'est que quand Hachem lui annonce, bon écoute, et là c'est 60 ans plus tard, parce qu'il s'est sauvé d'Égypte quand il avait 20 ans, à 80 ans, c'est là qu'il devient le big boss. Hachem lui dit, bon écoute Moshe, c'est toi qui vas faire sortir le peuple juif d'Égypte. Ah non, mais je peux pas, je bégaye. Et alors? Ah ben si je bégaye, je peux pas, c'est un manque de kavod pour Hachem. Mais bon, Hachem il est en train de te dire c'est ça qu'il veut, donc il tient en tête avec lui pendant une semaine. Il dit il y a un problème parce que je bégaye. Ok, mais si tu parles avec Hachem, demande à Hachem de faire en sorte que tu ne bégayes plus. C'est plus simple. Ah ben non, ça Moshe il veut pas. Pourquoi est-ce qu'il veut pas? Parce que pourquoi est-ce qu'il bégaye? La fameuse histoire, le choix entre l'or et les braises. Il prend le feu dans la bouche, il commence à bégayer. Il est donc, par le fait qu'il bégaye, c'est un miracle qui est dévoilé à tout le monde. Il veut que ce miracle soit connu de tout le monde. Et donc, d'annuler ce défaut, le fait qu'il bégaye, c'est enlever un peu du kavod d'Hachem, puisque le kavod d'Hachem, c'est justement de dévoiler qu'il a protégé Moshe. Donc, non, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Pardon? Donc, il ne se met pas en avant, d'accord? Il est en train de... Il a le choix de guérir. Il parle avec Hachem, je pense que c'est le plus facile. Mais non, si tu veux que je reste... Enfin, je pense que je dois rester bègue, puisqu'il y a un kiddush Hachem à travers le fait que je sois bègue. Quelqu'un qui bégaye, c'est pas quelqu'un qui est adapté à être un leader. Donc, il peut pas guérir. Vous connaissez la blague de Hachem qui dit à Moshe quel pays tu veux pour le peuple? En fait, il voulait la Californie. Quand même, il bégayait, il a commencé à dire il a dit Canaan, allez hop, c'est pour ça qu'on s'est retrouvé ici. En tous les cas, donc il le laisse bégayer, il le laisse avec ce défaut, et Hachem recherche cette qualité-là, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas toi qui as fait le peuple juif. Tu ne pourras jamais te présenter comme un leader politique, quelqu'un qui n'a pas cette facilité de parler. Il ne peut pas gérer un peuple, etc. Et c'est quand même arrivé, c'est donc la main d'Hachem. Il est choisi parce qu'il n'a pas demandé d'être guéri. La troisième facette de Moshe Rabbeinu, c'est pas l'histoire de l'agneau là, qu'il a sauvé l'agneau? Aussi. Donc c'est encore une fois la Herpatiout, d'accord? La Rachmanout, qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire la Rachmanout qu'il a sur le peuple, mais la Rachmanout qu'il a sur un animal. Il lui court combien de temps derrière? 2 jours, je crois. Plus. Je ne me rappelle plus combien, mais plus. Il nous court derrière dans le désert pour le sauver. Nous, on aurait dit, bon, ok, crève. Tu veux courir dans le désert, tu pars sans boire, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, il prend des risques. Mais non, il a quand même cette écoute-là. C'est toujours une question que je me suis posée. En termes de halakha, est-ce qu'on doit prendre un risque comme ça pour sauver un animal? Est-ce qu'on doit prendre un risque? Tu vois un chien qui est en train de se noyer. Bon, tu sais nager, tu sais bien nager, ok. Tu dois prendre, même si c'est le mien. Est-ce qu'on doit se mettre en danger pour sauver? Déjà, pour sauver un autre homme, c'est une question. Quelqu'un qui est en bonne santé et qui veut faire un don d'organes, c'est une question à halakha. Les dons d'organes, comme les reins par exemple, c'est marqué dans la halakha que oui, puisque ça a été prouvé qu'il n'y a pas de danger après, c'est moutard. Mais est-ce qu'on a le droit de se mettre en safek sakana, pas en sakana, safek sakana, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura un danger pour sauver quelqu'un d'autre? Qui a dit? Pourquoi est-ce que je dois mettre en danger pour peut-être sauver quelqu'un d'autre? Pour sauver un animal? La vérité, c'est que je ne comprends pas. Mais en tous les cas, on voit que c'est ramené comme une des qualités de Moshe, c'est-à-dire le fait qu'il a pris à cœur, le fait que ça l'a dérangé. Mais en termes de halakha yavesh, carré, est-ce qu'on a le droit de le faire? Vous pensez que c'est logique que quelqu'un saute d'un bateau pour aller... Hein? Pourquoi? Je vois pas la... Oui, mais elle n'est pas logique, justement. Donc, et c'est marrant parce que ce que tu dis... Est-ce qu'on a le droit de le faire? C'est sûr qu'on a le droit. Puisque moi, de se mettre en danger?
Moshe l'a fait. Bah oui, mais je sais pas, Moshe il a fait avant Matan Torah. Si on s'en tient au Chabad, Dans les règles de on a le la droit de se mettre en danger. Quel Si, tu prends un gars Pour qui un part avec sa animal. famille dans un endroit où la histoire c'est de la débauche, que des trucs. Il se met en danger lui, sa famille, sa religion, Non, mais c'est un pour endroit. sauver les autres. Est-ce que C'est pas la tout le question, monde est le d'accord mec. avec ça? Non, j'ai pas dit ce que tout le monde est d'accord, Ok. mais on voit que dans le judaïsme, Mike, c'est pas la On question. voit que dans On certaines peut sauver facettes, un animal, du du judaïsme, judaïsme, on voit ça. c'est ça qu'il a posé. C'est ça, ça il en la parle Oui. pour un homme à la base. pour un homme, Et lui il parce amène une que- preuve, lui amène une preuve d'un risque spirituel. Moi je pose la question matérielle. C'est pas la question. Pardon, mais c'est pas la question. La question que tu viens de poser, c'est est-ce qu'on a le droit de mettre sa vie en danger pour sauver un pauvre animal? Lui, il te Ce que dit j'ai oui, dit. mais il y a des Chabad qui vont dans le coin du monde pour aller faire la Torah. Quel rapport? Ah, Euh, d'accord. Donc il te dit, lui ce qu'il veut te dire, la parallèle c'est qu'on a le droit de prendre un danger pour un autre. Il y a A en danger pour sauver B. Un homme, Mais non, animal, c'est un pas- homme, homme, animal, ça le dérange pas, et spirituel matériel, ça le dérange pas. C'était ça la parallèle. C'était ça la parallèle. Mais bon, personnellement, je sais pas. C'est-à-dire, je sais pas à comment on a le droit de prendre un danger pour un autre, et là encore plus pour un animal. Top. Donc toutes ces nekudotes-là, ce que j'appellerais la irpatiout, c'est-à-dire ça l'intéresse ce qui se passe autour des autres, son intérêt n'est pas personnel, mais c'est un intérêt, les Shem Shamaim, puisqu'on lui propose de libérer le peuple juif. Tu te dis, oui, mais il y a un manque de Kiddush Hashem. On s'en fout en Kiddush Hashem, il y a le peuple juif qui est en train de souffrir. Non, si tout ce monde existe en tant que Kiddush Hashem, il n'y a pas Kiddush Hashem, moi je ne le fais pas. Donc son intérêt c'est Kiddush Hashem. Et au final, quand il te dit Mi Anochim, moi je suis qui pour le faire, c'est-à-dire, ce qui est marqué à la fin de la paracha, Moshe Anav, c'était l'homme le plus humble. Donc toutes ces nekudotes-là, en vérité, gravitent autour de cette nekuda-là, l'humilité. L'humilité de Moshe Rabbeinu, c'est celle qui lui permet de voir les autres. Quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à voir les autres. Quelqu'un qui est égoïste ne voit que son propre intérêt, il ne peut pas calculer les intérêts d'autre chose, en l'occurrence, les intérêts d'Hachem. Donc de dire, bon, bah ok, tu veux que je sois big boss, ok, bon, vas-y, refais-moi la dentition, et j'y vais, quoi. Enlève-moi ce défaut de bégayer, et j'y vais. Donc il n'est pas en train de regarder son intérêt. Toutes ces nekudotes-là tournent autour d'une seule qualité, celle qui est d'être capable de ne pas se mettre au centre de l'univers, ce qu'on appelle l'humilité. Et je ne passe pas avant tout, je fais ce que je dois faire, mais je... Pardon ? Ça peut être un défaut à un moment. Vas-y, développe si tu veux. Quelqu'un qui veut pas justement, qui se sent trop faible, alors que Hachem lui a donné un rôle, c'est un défaut, ça lui a été reproché. T'es pas d'accord avec Hachem, c'est pas grave. Pourquoi je me d'accord avec Hachem? Bah, il a choisi Moshe en finale, donc c'était pas un défaut, c'était une qualité. Oui, mais lui, s'il dit je veux pas le faire. Mais en fin de compte, il a quand même tenu tête, c'est lui qui l'a fait, donc c'est oui, une qualité, c'est pas un défaut. C'était cette qualité qu'il recherchait. Le Rachel me dit que c'était justement parce qu'il a tenu tête que Hachem lui a dit c'est bon, t'as passé l'examen. C'était ça qu'il attendait. Inspire-toi. Donc, par opposition, on va essayer d'analyser Paro maintenant. Et après, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'on a eu Moshe Rabbeinu d'un côté et Paro de l'autre côté. Comment se fait-il? C'est très compliqué ce que je veux dire. Vas-y. C'est-à-dire tiens-moi tête est une qualité que beaucoup recherche. Donne-moi ton fils, Ça, c'est évidemment, c'est traduit d'une manière un Donc, tous ceux qui peu. ont accepté Non. directement, c'est un défaut. Pardon? Bah oui. Tous ceux qui ont accepté directement le. Ah la non, volonté tous ceux non, d'Hachem mais leur dans cause, ce- donc, dans ils cette n'ont pas né- eu cette non, non, non. qualité. Oh là, c'est un taf qui est spécial Non, quand non, même. non, Il y a bien sûr, les- bien la- sûr, la bien sûr, Ligout, bien sûr. c'est On pas donné va- à tout le monde. hein. D'abord, qui est-ce qui a accepté ce tafkid? Ouais, mais le rouge. Qui est-ce qui a accepté ce tafkid? Plein. Ah non. Moshe Rabbeinu, il n'y en a eu qu'un. De vilain. Mais non, c'est aucun rapport avec Moshe Rabbeinu, mais je vais expliquer quelque chose avant de faire des parallèles. Avant de faire des parallèles. Chaque personne, elle a son but dans la vie qui est prédestiné et les qualités qui doivent être attribuées à ce but. Donc si Moshe Rabbeinu il doit passer cet examen, c'est qu'il y a d'abord un point positif dans ça et c'est adapté à ce que Moshe Rabbeinu est. Donc oui, pour Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on remarque, et ce que les Mefarshim mettent en avant, c'est ça la qualité de Moshe Rabbeinu. C'est ça qui a fait qu'il a été choisi. Est-ce que ça va être forcément pareil chez tout le monde? Pas forcément. Mais on retrouvera tout le temps ces qualités, de toutes les façons. Il n'y a pas de manhig, de vrai manhig, qui n'a pas cette qualité de Hanava. Ça n'existe pas. N'importe lequel que vous connaissez, enfin je parle en termes de juifs, hein, en termes de leader du peuple juif, leader de Torah, on va dire, c'est forcément, ça passe par la case humilité, forcément. De quelle manière ça va être fait? Chacun, ça sera peut-être d'une manière différente. Très vif, très anal. Très Hanav. J'aime bien la liaison. Des deux, hein, je parle des deux. Bennett, ça marche pas. Top. On a dit pas de politique. Paro d'un autre côté. Paro,
Donc, ou c'est le même Paro qui a connu Yosef, ou c'est un descendant, le Mouchané, c'est un titre pharaon. En tous les cas, l'Égypte devient une superpuissance grâce à Yosef. Et nous dit la paracha au début, Asher lo ikiret Yosef. Paro ne connaissait pas Yosef. Pour certains, techniquement, il ne le connaissait pas, c'était pas le même. Pour d'autres, il ne reconnaissait pas ce que Yosef avait fait. Développement de l'Égypte, superpuissance, tout ça grâce à Yosef. Il faut un caractère égoïste au possible pour pouvoir avoir autant un manque de reconnaissance envers Yosef, envers le peuple juif. Comment est-ce que c'est possible? Ça change tout quand même. Quoi? De savoir si c'était le même ou pas le même, ça change toute l'histoire. Le Michalet, c'est ancré dans un endroit que les juifs ont fait X. Le roi du pour Maroc, pouvoir. il n'a pas connu les rallyes du Maroc, il est toujours modé pour les juifs. Non, mais c'est quand même ouf de savoir que c'est vraiment le même qui puisse oublier ça, parce que ça fait preuve vraiment c'est- des caractères d'un côté, de l'autre côté, bon, il sait pas le mec. C'est pas oublié. Non, mais Mais c'est il a dit que ancré. même si Tu vois le peuple lui, juif, tu vois que c'est développé. Alzheimer. Non, même si c'est pas lui, il sait très bien que c'est. Non, lui, la question, s'il dit si c'est lui. Alors je comprends qu'on a une remarque. Sur lui. Voilà. Si c'est pas lui, bon, il savait pas. Le pauvre, Miskan. Il savait pas. Comment on peut pas savoir? Le pauvre, il savait pas quoi. On peut pas savoir. Ça doit être écrit dans Il n'y l'histoire. a pas eu 9 générations entre temps, hein, c'est pas. Ah, on sait pas justement. Non, il y a non, si on sait. C'est le temps qu'il a vécu. Il y a Il y a l'intérêt une génération entre les deux. peut-être une périm aussi. Il a à sa 17, 18 ans, disposition c'est des lui, millions non, d'esclaves. qui vont Non, ils faire n'étaient pas tourner encore esclaves. l'économie du- Oui, Ils n'étaient il pas y a encore un esclaves. intérêt C'était des gens. de ne pas être reconnaissant en tant que chef politique. Todaraba, Zerachani Rotzelagid. Donc c'est son intérêt qui passe avant la Mida Tova. Ok. Il a Donc- un empire à. Donc il y a Bémet dans le Il y a 6 Midrash. millions de gens. Dans le Midrash, c'est marqué. Dans le Midrash, c'est marqué qu'au début. C'est pas. Il travaillait au début. Non, Dans le Midrash, c'est marqué qu'au début, quand ils sont venus avec un programme de tuer le peuple juif, Paro tenait tête. Il a dit non, 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 ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Ils ont dit bon, ok, bah, si ça se fait pas, dégage. Ils l'ont viré pendant 3 mois. Ouais. Ok. Paro, c'est-à-dire ses ministres, ils ont dit bah, si t'es pas capable de gérer le pays, il y a un intérêt, on peut prendre des esclaves. Si tu es pas capable, alors tu quittes ton poste. Et pendant 3 mois, ils lui ont coupé les ailes. D'accord, il pouvait rien faire. Jusqu'à qu'il a fait justement ce choix. C'est ou moi ou eux. Ah, c'est moi, c'est sûr. Évidemment. Ah, c'est un midrash, enfin je sais pas s'il est connu. C'est un midrash que j'ai entendu depuis longtemps. Un midrash qui dit que. Il ne craignait pas, pardon, pour pouvoir. Qui craignait Les Les féministes Non, féministes. non. Ah, j'ai entendu féministes. On n'est pas à télé, on n'est pas à télé. Bah apparemment, alors comment est-ce que c'est-à-dire c'est marqué au Ridour Mikvudulato. C'est marqué qu'ils l'ont fait descendre de sa Gdoula. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont fait une grève à l'italienne, par exemple? Ou est-ce qu'ils ont dit, bon, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais en tous les cas, ils lui ont laissé le temps de bien mijoter, et puis au final, il a pris une décision. D'accord? Il a pris une décision, je passe avant. Ok? Donc évidemment, je passe avant. C'est plus important. Mais Skarov, il dit quelque chose de plus fort et quelque chose de très adapté dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un te rend un service, bon, tu as une dette envers lui. Ok? Maintenant, d'ailleurs, Rav Dessler il dit que quand tu as rendu un service à quelqu'un et qu'il veut te rendre un service, tu es obligé de récupérer. Pourquoi? Parce que si toi tu dis non, 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 c'est bon, toi tu kiffes qu'il te doit quelque chose. Mais lui, il veut pas. Donc tu peux pas le laisser dans ce sentiment qu'il a une dette envers toi. Tu es obligé de recevoir. Alors, d'ailleurs, Rav Dessler il disait que quand tu rends un service à quelqu'un, en même temps que tu lui donnes le service, donne-lui des petites pierres avec. 3 des petites pierres. Parce que le jour où il voudra se venger, au moins qu'il te jette que des petites pierres, pas des grosses pierres. Et quand tu rends service à quelqu'un, ouais. C'est dur quand même. Hein. Attends, 2 secondes, t'excites. Tu t'en fous, tu rends service à personne. Je croyais que j'étais le pire, mais ça va quoi. Mais Kitso, le Briscoe dit comme ça, quand on rend service à quelqu'un, un énorme service, donc évidemment le rendre c'est presque impossible. Donc la personne qui va recevoir ce service, elle a 2 possibilités. Bon, ou être reconnaissant toute sa vie, ou alors commencer à se dire bon ça va, qu'est-ce qu'il a fait? Ça va, c'est bon. Il m'a donné 100 000 euros, ça va, il est blindé, qu'est-ce qu'il y a? Donc on va tout de suite, pardon? Non, c'est un retable que je On va minimiser. C'est psychologique. C'est un mécanisme d'autodéfense. Non, comment on va dire? Oh là là, j'ai un terme. Non. Bon, le Michalet, c'est-à-dire qu'on veut rabaisser le niveau du service. Allez, ok, vous avez compris, c'est l'homme Michalet. Pour ne pas se sentir khayab, on va dire bon, c'est bon, qu'est-ce qu'il a fait? Ok? Et c'est ce que Paro va faire. Mais en vérité,
Paro, pourquoi est-ce qu'il est capable de faire que ce soit d'après la première explication ou d'après la deuxième? C'est-à-dire au final, il a choisi moi face aux Juifs ou de ne pas prendre en sérieux le service qui a été rendu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son intérêt avant l'intérêt des autres. Donc si je mets en relief les deux acteurs principaux de la paracha, Moshe et Paro, on a une différence fondamentale, Anava et Gaava. Anava, les autres passent avant moi, Gaava, je passe avant les autres. Mon intérêt est le plus important, l'intérêt des autres est le plus important. Pourquoi ne pas partir sur l'intérêt du peuple? L'intérêt de son peuple, donc l'intérêt de développement de son pays, c'est de mettre en esclavage les Juifs. Ce n'est pas son intérêt personnel. Pourquoi est-ce que c'est dans son intérêt? C'est l'intérêt du développement économique de son pays. C'est pas ce qui est marqué. L'intérêt, non. C'est pas ce qui est marqué. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'était pas un intérêt économique. La preuve, c'est que quand ils sont sortis, il n'y avait plus rien. C'est normal. Ils auraient récupéré plein d'esclaves, ils auraient développé. Un chef d'État. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 10 000 ingénieurs ou 10 000 gars qui lèvent le par terre? N'importe quoi. D'avoir des esclaves, c'est bien. Mais bon, ok, tu veux le faire en mode Afrique. Ok, tu vas rester l'Afrique pendant toute ta vie. N'importe quoi. Donc c'est pas un intérêt économique d'avoir des esclaves. Mais bien sûr que c'est un intérêt économique. Mais si t'as 10 000 ingénieurs, c'est pas que mais oui, mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. Il y a beaucoup de main-d'œuvre qui allait avoir gratuite. Attends, j'entends rien. Alors, ce qui est marqué dans la Torah, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu mettre esclave? Parce qu'il dit que c'est un intérêt économique. C'est pas vrai. Ce qui est marqué, c'est qu'ils avaient peur qu'un jour les Juifs se révoltent contre l'État. Et donc, ils se sont dit, on va les asservir. Ils étaient nombreux et ils avaient peur qu'un jour ça se retourne contre eux. Donc, ils ont dit, bon, on va les asservir. Ça s'est fait étape par étape. Mais c'était pas un intérêt économique. Tu veux un passeport égyptien? C'est vrai, c'est pas illogique. En tant que quoi, tu poses la question? Tu te mets dans la peau de Pharaon. Pas connu Yosef, etc. Pas qu'il n'a pas reconnu. Pas connu. Pas connu. C'est après il n'a pas connu, c'est qu'il n'a pas reconnu. Non, c'est ce qui est marqué. Ouais, ok. Non, mais je veux dire, tu fais danser contre lui. Le Pharaon, c'est le monarque absolu, t'es un dieu vivant, quoi. Dans la civilisation. L'Iayor Vani Asitiu, il y a marqué qu'il croyait, il disait que c'était lui qui avait fait le Nil. Mais ça, c'est parce qu'il est tordu qu'il regarde tordu. C'est pas qu'il a raison. C'est un gars qui est tordu. C'est quoi l'esprit du peuple? Il est reconnu comme monarque absolu et Dieu sur terre. Mais c'est pas ce qui est marqué dans la Torah. L'intérêt de Paro d'asservir le peuple, c'était pas un intérêt économique. Il avait une peur bleue que le peuple juif se retourne contre lui. C'est légitime, sa peur. Et donc il a le droit de massacrer tout le monde. Il a le droit, c'est une autre chose. Hitler aussi, il avait raison. Il avait peur, les juifs, ils avaient toutes les banques. Non, mais c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce que je dis. C'est Bidyuk Machani Omer. C'est pas la peur, c'est la haine. C'est pas la peur. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Mais c'est exactement la même chose. On peut être matzidik quelqu'un. On te demande dans sa configuration à lui. Dans sa configuration, est-ce qu'on peut être matzidik quelqu'un? Est-ce qu'on peut être d'accord avec un paro qui va tuer tous les jours 300 enfants juifs et se baigner dans leur sang? Et ben voilà, donc on est d'accord. Mais on n'en est pas là. Ah si, on en est là. Ah si, on en est là. Matin, 150, soir 150, il les égorge et il fait un bain de sang. On en est là. D'accord. Ok. Ouais, d'accord. Mais non, on va aller plus simple. Quand je posais la question de savoir esclave ou pas esclave, je te réponds, dans sa configuration à lui, c'est logique. Après, de la mais il a qu'à faire comme Eric. Tous les étrangers dehors. C'est tout. On pourrait les asservir. Ah ok, donc il a le droit d'asservir des gens, c'est logique. Dans sa logique à lui. Mais elle est illogique, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Elle est contraire. Ok, on est d'accord. Elle peut être cohérente. Mais un rachat, il peut être cohérent, mais c'est un rachat. On est d'accord. Hein? Ok, d'accord. Donc on est d'accord que c'est un rachat et que sa décision, elle est fondée sur un caractère, un mauvais caractère, enfin un trait de caractère. Et donc c'est ça que je vais mettre en relief. Il faut qu'on avance dans le cours là. Non mais c'est pas grave, c'est bien, c'est sympa. On a donc deux personnalités, Moshe Rabbeinu et Paro, qui sont tous les deux poussés à être ce qu'ils sont par leur trait de caractère. Moshe par sa Anava, Paro par sa Gahava, L'Iayor Vani Asitiu, le fleuve, le Nil qui déborde, les crues du Nil qui donne la prospérité d'Égypte, il dit c'est grâce à moi. C'est son palais qui est flottant, enfin il était au bord de l'eau, etc. Il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes, c'est-à-dire qu'il développe dans le peuple cette croyance-là qui lui-même, il sait très bien que c'est faux, mais il le développe, ok?
D'ailleurs, la fameuse histoire de Moshe Rabbeinu qui va le rencontrer le matin quand il est assis en train de. Il est pépère avec son journal après son café du matin, exactement, avec l'équipe. Le Kier matin. Voilà. Et Moshe il lui dit ça va, il lui dit qu'est-ce que tu fais là, vas-y, laisse-moi tranquille. Donc il lui dit bon, tu te moques de tout le monde, quoi. En fait, t'es un homme comme tout le monde. Alors, donc si on met bien en relief les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir des personnes avec des qualités. Paro, il a quand même, c'est Paro, quoi, c'est l'Égypte. Et Moshe Rabbeinu, bon, bah, j'ai pas besoin de le présenter. Ils ont tous les deux ils ont fait des choses incroyables, un dans le bon sens, l'autre dans le mauvais sens, et tous les deux sont possédés par une qualité, la Gahava ou la Hanafa. J'aimerais, à travers ça, répondre, enfin, développer plutôt, une question fondamentale qu'on va avoir dans cette paracha de Vaïra et paracha de Bo. C'est marqué à 3 reprises, non pas à 3 reprises, c'est marqué dans les 3 parachas plus que 3 reprises, que après qu'Hachem ait envoyé les Makot à Paro, alors à chaque fois, Paro dit bon, c'est bon. Et au final, Vani, Hachem, il va être makché et libo. Il va endurcir le cœur de Paro. Et la question de base, voilà, libre arbitre, etc. Cours d'école, 17 ans, libre arbitre ou pas libre arbitre, ok, on connaît tous la question. Ok, pardon? Ou 30, de 30 ans. Ah, c'est qui n'ont pas la réponse à 30 ans. Ouais. En tous les cas, donc comment c'est possible que Hachem soit makché et libo? Comment est-ce que c'est possible qu'Hachem endurcisse le cœur de Paro? Et puis on a l'impression qu'à chaque fois, Hachem il s'énerve encore plus contre lui. Ah, je vais le punir, je vais le massacrer. Mais bon, évidemment, tu es makché et libo. Donc qu'est-ce que tu veux? C'est-à-dire, tu endurcis son cœur. Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pas de sa faute. Il est face à une situation, tu ne lui laisses pas le choix. À chaque fois, tu lui endurcis son cœur. Je vous invite à regarder Rav Dessler, il a à peu près 2 pages dans Chelek Sheni, Parashat Shemot. Il ramène tous les Rishonim qui parlent de ça. Et il fait un résumé, il synthétise très simplement la question. Donc il ramène Rashi, Rambam, Ramban, Even Ezra, etc. qui répondent à cette question. Chacun il donne un petit peu, chacun il dit autre chose. Le Rambam par exemple dit qu'il existe des gens qui ne pourront jamais faire tchouva. Ça existe, qu'Hachem, il y a certaines personnes qu'Hachem ne va pas leur donner la possibilité de faire tchouva. Rashi dit que c'est dans la nature de certaines personnes de ne pas faire tchouva. Plusieurs fois, ça revient la même idée sous plusieurs angles. Par exemple, un sefer qui s'appelle Akedat Yitzhak. Il dit que pourquoi est-ce que Hachem Iksha et Libo, pourquoi est-ce que Hachem a endurci son cœur? Parce que les Makot n'ont pas été données l'une après l'autre. C'est-à-dire qu'il lui a donné les Makot une semaine, après il y avait 3 semaines de répit. Donc il avait le temps de se renforcer techniquement, quoi. Il reprenait ses idées. Et puis quand il reprenait ses idées, c'est ça qu'on appelle Iksha et Lev Paro. C'est-à-dire que c'est pas qu'Hachem était là en train de lui mettre, lui faisait un vaccin à chaque fois, une nouvelle dose. C'était pas ça. C'était simplement la nature des choses, et la nature elle revient au galop. Je me rappelle que quand j'étais plus jeune, je suis revenu d'un mariage, j'étais célibataire, et on était au Cadillac. On aurait voulu, mais non, on était pire que ça. On était à Yerushalayim, je sais pas si vous connaissez Angel, on s'est mis là-bas pour prendre le bus pour aller à Beit Vagan, et il y a un gars qui s'est arrêté. Il nous a pris en voiture, et on est arrivé dans le ravin. On a fait un accident, c'est-à-dire les Zakas sont descendus avec les scènes, avec les scies, pour couper la voiture. Il fallait couper la voiture. Au Hachem, personne n'a rien eu. On a passé la nuit à l'hôpital. Et on s'est dit, c'est la dernière fois qu'on prend du stop et tout. Bon, cette dernière fois, on touche le taré. Sorti de l'hôpital, on n'avait pas d'argent parce que nos habits étaient déchirés, on n'avait plus rien sur nous, quoi. Comment on fait pour rentrer? On n'a pas le choix. Bon, jusqu'à qu'il y a un gars qui nous a ramené en ambulance, quoi, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que sur place, on était persuadé que ça allait plus jamais arriver de notre vie, quoi. Plus jamais. Et quelques heures plus tard, on a repris nos esprits. Bon, voilà, on est revenu à la normale. Donc il y a ce côté-là, nous dit la Akedat Yitzhak, il y a Paro, Viksha et Lev Paro, c'est-à-dire que sur place, tu prends un coup, évidemment, tu vas prendre une décision. Mais quand le choc il se calme, alors ta décision elle va s'estomper. Le dit le Rav Dessler comme ça, il dit que BSM, première facette de Iksha et Lev Paro, il dit BSM comme ça. Il dit qu'une personne qui fait une avéra, elle va se rendre impure. Alors il commence par une introduction, mais en une phrase, mais il développe dans un autre endroit. Il ne faut pas croire que le Gehinam et le Gan Eden, c'est un endroit où il y a une caisse et puis tu viens avec ton compte et tu dis voilà j'ai reçu ça et j'ai fait ça et tu encaisses. Non. Le Gehinam et le Gan Eden, c'est ce que tu es toi. Plus tu es spirituel, plus tu es compatible au monde spirituel, plus tu vas profiter. Moins tu es spirituel, moins tu es compatible, moins tu vas profiter. Donc plus une personne se sera transformée dans sa vie, elle aura travaillé, elle aura fait des mitzvot, elle aura travaillé ses mitzvot, etc. Donc elle a fait un pas en avant, donc elle a transformé quelque chose
de matériel chez elle qui est devenu spirituel, plus elle a fait cette transformation, plus elle est compatible au monde spirituel, plus elle va profiter. Alors, on lui a demandé une fois c'est quoi le Gan Eden. Il a dit c'est d'avoir un stander avec une Gemara Nedarim et un Rajva. Nous on rajoutait une clope. Mais bon, ça c'était pour le Je kiff. vais pas rajouter, moi. Je vais pas Et rajouter. on lui a dit c'est quoi le Gehinam? C'est quoi le Gehinam? Il a dit quand la lumière elle s'éteint. Il ne peut pas étudier. C'est-à-dire c'est ce que tu es, c'est pas qu'est-ce qui va se passer. Non, non, c'est toi. Le Gan Eden il est tel quel. Donc, Combien y a pas toi de tu négo. vas être compatible? Il n'y a pas de négo. Bien sûr. là. Il n'y a pas Il n'y a de. pas de négociation. C'est quoi hein? Tu C'est-à-dire- rentres, tu vas direct, tu n'as même pas, tu peux Ah pas oui, parler si de tu es option. compatible. Mais si je t'envoie en Chine, dans une fac pour apprendre l'accouplement des ours blancs dans le pôle sud, en chinois, pendant 10 ans, après 2 semaines, tu te suicides, quoi. Donc, si t'es pas adapté, t'es pas adapté, ok? Donc, le Inyan du Olam Abba, c'est ce que tu es toi. Plus t'es spirituel, plus tu as un chibour spirituel. Moins t'es spirituel, moins t'as ce chibour. Une personne qui fait une Avera, c'est ce qui est établi dans les règles de la nature, Avera, Goreret, Avera. C'est-à-dire que puisque maintenant tu as penché la balance vers le mal, alors ça va continuer à aller vers le mal. Et donc, c'est pas que Iksha lève Paro, c'est pas que Hachem a dû endurcir le cœur de Paro. C'est que techniquement, à chaque fois que Paro faisait une Avera, c'est lui-même qui rentrait dans les règles de la nature déjà installées, à savoir, quand tu fais une Avera, tu vas aller vers une autre Avera. Donc plus tu t'investis dans tes Avérotes, et plus tu vas aller continuer à faire des Avérotes. Donc, pardon, mais techniquement, n'importe quel homme qui reçoit une Avera, une Makar, ne peut pas tenir. Forcément, il doit avoir aussi un mécanisme derrière. On va voir pas tout de seulement suite. le répit On va voir de- tout de suite. On va voir tout de suite. Il y a une Gemara dans Sanhedrin. Ouais. Il travaille pas, il travaille pas. C'est la fin de l'année, il travaille plus. Ah, c'est les vacances. Ah, j'aime bien les vacances. Et, Non, arrête. c'est l'Ikhwad Achag. C'est quand la fête? Ah oui. Ah, Et on pour voit le- la tenue. Il y a un gars qui m'a dit c'est quand le gars-là? Je lui ai dit samedi soir. Il m'a dit dis-moi que c'est samedi soir. Je lui ai dit oui, samedi soir. Il m'a dit il y aura des barbus et des cadeaux, c'est ça? Je lui ai dit oui, exactement. Mais Kitso. Le gala. Hein? C'est pas de qu'on parle. Non, les barbus et les Tu rentres cadeaux. service, faut que tu rentres service samedi soir. Mais Kitso, il y a une marre dans ma Masechet Sanhedrin qui dit comme ça. Comment est-ce que le Mashiach va venir? 2 avis, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer, il te dit que le peuple juif va être sauvé quand ils vont faire tchouva. Ok, très bien. Rabbi Yehuda, il te dit non, en fait, il va avoir le peuple juif va souffrir, il va faire tchouva, et le Mashiach va venir. Ok. Mais non, pas du tout. On va faire faire tchouva. Il y en a qui Ouais, on va faire tchouva, donc c'est bon, vous êtes d'accord, tu prends la tête. Il va souffrir, alors ils vont faire tchouva. Ouais, ils vont faire tchouva et il y aura le Mashiach, donc c'est pareil. Alors Dessler Rabbi explique comme ça, il dit que quand quelqu'un reçoit une claque, alors il y a 2 façons de réagir à sa claque. J'aimerais amener une histoire du Rogot Chever. Il y avait un gars qui arrêtait pas de lui poser des questions, qui le saoulait, quoi. Il arrêtait pas de le saouler. Alors il lui a dit, le Rogot Chever, il a dit dis-moi, quand le cocher il tape le cheval et que le cheval il avance, est-ce que c'est parce que il a compris qu'on veut qu'il avance, ou est-ce que c'est parce qu'il veut pas qu'on le frappe encore? Il dit mais pourquoi tu me demandes ça? Je suis pas un cocher, moi. Il dit, je te demande pas ça en tant que cocher, je te demande ça en tant que cheval. Donc, pareil, quand on reçoit des claques dans la vie, on a 2 façons de réagir. Quand quelqu'un il a un problème dans sa vie, alors il se dit, bon, ça vient d'Hachem. Ok, donc il fait tchouva pour de vrai, et le problème n'a plus lieu d'être. Ça, c'est le top niveau. Il y a un autre niveau. Bon, le gars, il a un problème, à chaque fois qu'il part en vacances, il mange pas kasher. Mais Hachem, il a fait que cette année, il n'a pas de quoi partir en vacances. Bah, cette année, il n'a pas mangé pas kasher. Mais c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas. Donc le problème l'a mis face à une situation où aujourd'hui, il va plus fauter. Le premier avis, Rabbi Eliezer, il te dit, moi, ils vont faire tchouva d'eux-mêmes. C'est la tchouva, mais la vraie tchouva, quoi. C'est eux qui vont vouloir se rapprocher d'Hachem et il y aura le Mashiach. Le deuxième t'a dit, non, tu sais quoi? Même quand la tchouva, elle sera nulle, alors, ils vont faire tchouva parce qu'ils vont prendre des claques. Même quand ils vont faire ce niveau-là de tchouva, le Hachem va quand même envoyer le Mashiach. C'est-à-dire que même si le niveau de tchouva, il ne sera pas au top, c'est pas grave, le Mashiach viendra quand même. Quand Paro reçoit des coups, Hachem dit, attends, celui-là, il ne va pas utiliser le bonus que j'ai donné au peuple juif. Il reçoit des coups. Bien évidemment, il voit Hachem qui dit, demain, il y a des grenouilles. Et le lendemain, il y a des grenouilles. Donc, le gars, il voit ça, il dit, bon, on va pas faire le malin. Cette capacité de dire, on va pas faire le malin, elle est fausse. C'est parce que tu as pris une claque que tu réagis comme ça. Mais en vérité, tu ne crois pas à Hachem. En vérité, toi, tu veux rien que te débarrasser d'Hachem. Ah bah, 2 secondes. Il y a un équilibre. Ikshaet lève par où? On va rééquilibrer, on va réajuster ta fierté, ton idéologie, etc.
Et après, est-ce que tu crois encore à Hachem ou pas? C'est là qu'on verra. Et puisque, évidemment, il n'était pas à Mahamine, au fin fond, il n'était pas à Mahamine, il voulait simplement se débarrasser, donc à chaque fois, il n'était pas Makshet Libo. Il était Makshet Libo, c'est-à-dire on réajustait. C'est pas le terme Makshet finalement alors. Il faut le prendre. Bah si, c'est pas endurcir comme tu l'entendais au GAN. C'est endurcir, J'ai pas été au renforcer. GAN, mais en tout cas, C'est renforcer. Ouais. Non, C'est renforcé. rééquilibrer, ça aurait été vraiment le mot juste. Et je viens à la dernière Nekuda et après on reviendra à Moshe Paro. Et c'est la Nekuda, je pense, qui est la plus importante. C'est une question qui revient très souvent dans la vie de tous les jours et c'est quand on rencontre des gens. Beaucoup de gens posent la même question. Ouais, c'est pas juste. Moi, mes parents ils mangeaient du pain. Pour toi, c'est facile. Moi, j'étais dans une école goy. Pour toi, c'est facile, etc. etc. Et bien, c'est une bonne question. Le gars qui a 40 ans, il découvre Dieu. Il a un retard énorme. Est-ce qu'un jour il va réussir à arriver? Est-ce qu'un garçon qui est né à Bnei-Brak va arriver? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Et donc, il y a quand même une question. Mais c'est de sa faute, c'est pas de sa faute. Le Rav Dessler, il a un yesod qui est ramené partout, ce qu'on appelle Nekudat Aprira. C'est-à-dire, chacun, il a un poids, il y a un point culminant dans sa vie, c'est-à-dire il y a le carrefour de la vie, mais il y a dans la vie de tous les jours, où il doit faire un effort. Abraham Kanievski et le plus grand Racha, ils ont exactement la même Nekudat Aprira. C'est-à-dire l'effort à fournir pour passer à l'étape d'après, il est exactement pareil chez les deux. Et donc, que ce soit quelqu'un qui a eu tout le temps, toute sa vie, il étudiait 24 heures sur 24, il allait au mikvé tous les jours, etc. Ou celui qui n'a jamais connu, l'effort à fournir, il est exactement le même. C'est l'étape d'après. Comment il peut être le même? C'est comme un sportif qui s'entraîne tous les jours et quelqu'un qui fait pas de fait sport. 30 pompes et fait. Bah pour un mec qui fait 30 pompes tous les jours depuis qu'il est né, c'est pas le même effort. La 6e. Non, je comprends le fait de dire que pour les deux, il y a un C'est quoi effort l'effort à à faire. fournir? Celui qui faisait 200 pompes tous les jours, c'est quoi son effort à faire? C'est d'en faire encore 200. C'est comme moi qui dois en faire une, pareil. Ah d'accord, donc on est d'accord. Sur l'idée de faire l'effort, mais pas sur la Nekudat Aprira, en vérité, elle est exactement pareille chez chacun de nous. On te met dans un contexte. Hachem, il te met dans un contexte avec des facilités, des difficultés, avec des capacités et des défauts, avec des capacités intellectuelles, avec une santé qui est comme ci ou comme ça, avec des moyens où tu n'as pas de moyens. Tout ça, ça fait une moyenne d'une personne qui va fournir un effort X. Celui qui est à côté de toi, il aura exactement le même effort à fournir dans un autre contexte. Mais en vérité, c'est exactement la même Nekudat Aprira. Et donc, comment ça s'appelle? Par haut, on a besoin encore une fois de le rééquilibrer à chaque fois. De rééquilibrer. Pourquoi? Pas comme j'ai dit avant. L'Agma nous raconte qu'Abaye, une fois, avait entendu qu'il y avait un homme et une femme qui ont dit viens, on prend la route ensemble. Viens, on prend la route ensemble. Ils font la route ensemble. Abaye dit attends, ceux-là, ils font la route ensemble, ça va mal se finir. Je vais marcher derrière eux. Ils marchent derrière eux, et puis à un moment, la femme dit bon, c'est moi je vais là, toi tu vas là. Chacun se sépare. Et Abaye, l'Agma nous dit qu'Abaye dit je sais pas comment ils ont fait. Moi, j'aurais fait la route ensemble, ça ne serait pas fini comme ça. Il était horrifié. Jusqu'à que Eliaou est venu, il lui a dit Kol agadol mechavero, itro gadol mimenu. Plus tu es grand, plus ton Yetzerara est grand. Je dis le Rav Dessler, c'est ça l'Yesod. Tu ne peux pas avoir un Yetzeratov comme ça et un Yetzerara comme ça. Sinon, elle ne sert plus à rien ta vie. Tu vas gagner à chaque fois. Ça ne sert à rien. Il n'y a plus de Ligue 1 en France, ça ne sert à rien. Le PSG, c'est fini. Les Marseillais sont là. Ça sert à rien, d'accord? C'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Pourquoi? S'il n'y a que du Yetzeratov, ça sert à rien. Donc il faut avoir un Yetzeratov et un Yetzerara équilibré. Kol agadol mechavero, itzro gadol mimenu. Donc plus t'es grand, plus ton Yetzerara est grand. Quel est le but d'Akadosh Baruch Hu de vouloir rééquilibrer Paro? Parce que dans l'optique où on dit il endurcit son cœur pour lui permettre de faire sortir les délivrés. Bon, c'est difficile à comprendre parce que Akadosh Baruch Hu, il peut les faire sortir tout de suite. Mais rééquilibrer les midotes. Ça va ensemble. Pas les midotes, la Emouna. Pas les midotes. La Emouna même. D'accord. Il y a la combien question de non-croyants sur tes... Pourquoi est-ce que Hachem veut que Paro sache que Hachem ou Elohim, et c'est marqué qu'en fin de compte, le seul qui a été sauvé, c'est Paro? Parce que le but d'Hachem, c'est que la création entière reconnaisse Hachem. Donc c'est pas simplement que le peuple juif sorte. C'est que tout le monde le reconnaisse. Et donc au final, le but final, c'est que tous les goïms reconnaissent Hachem, et donc Paro. Paro, c'est le symbole de tous les goïms. Et c'est pour ça qu'il y a le chrétien et les musulmans. Ils ont fait les guerres de religion dans la société. Ils ont fait les guerres de religion. Alors c'est pas mal comme remarque. Il y en a, j'ai entendu une fois quelqu'un qui disait comme ça. Il disait que ceux qui ont fait le plus de marketing pour la religion juive, c'est les chrétiens et les musulmans.
Il y a que c'est ça la raison. Paro, Pas mal. Paro, il a réussi à avoir une union à la fin, mais les Ok, Égyptiens et personne n'a eu. on n'est pas à la fin des temps. Non, c'est pas vrai. C'est marqué d'abord qu'il y a eu beaucoup de Rav qui sont venus. Il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Ils sont morts Et il y a dans le une désert, partie. quelle belle Et il y affaire. a une. Ok, bah, ils Ils n'avaient pas ont une vraie, tout- ils avaient pas une vraie ils ont- Emouna. ils ont On n'est fait pas faute, arrivé à ils ont Emot fait Hamashiach. Mais le peuple ne voulait pas sortir avec lui, les rattraper à la mer Rouge. Ils voulaient pas. En ils ont tant compris. que symbole, ça aurait été fort si c'était un symbole qui avait une influence sur l'ensemble du monde. Or, il se trouve que C'était Paro le qui a symbole. été finalement convaincu, et l'ensemble du monde non. Pas encore. Ouais, on n'a pas fini. Sinon l'histoire se serait arrêtée. D'accord. Mais sinon l'histoire se serait arrêtée. C'est pas moi qui essaie de Qu'est-ce qu'on a gagné avec les Égyptiens? C'est ça, Sinon c'est le l'histoire Rav, se on a serait gagné, arrêtée. hein. On a besoin de ça. Le rêve, on a gagné sur le rêve, on a tout perdu. Nous on a rien Ils gagné, seraient- d'accord. Ils auraient dû rester là-bas, ça aurait été mieux. Donc quand tu dis que c'était ok pour reconnaître le dévoilement de Dieu, même pour les goïms. Mais qui s'en fiche Dieu ça? Qu'est-ce qui s'en fiche Dieu ça? Et qu'est-ce qui s'en fiche que toi tu reconnais Hachem? Non, moi je suis son fils. Moi je suis son fils vraiment. Nous on est la famille, on est proches. À la limite les autres. Eh, on a vu la boucle C'est le ensemble. sang. Marc Sans Patlo. bébé. Marc Le Patlo. sang de la veine. Marc Patlo, non, Bémet. Non, mais ma question c'est pourquoi ça l'intéresse tant que ça que les goïms ils le reconnaissent? Et pourquoi ça intéresse tant que ça que les juifs le reconnaissent? Parce que nous on est le peuple élu. Tu reconnais Ouais. en tant que peuple Tu l'as élu. fait avec l'accent moi, intellectuel. moi les gens de ma famille, je veux que ça se passe super bien avec les gens de ma famille. Les autres. Et pourquoi il a je m'en besoin fiche. d'avoir une famille? Mais parce que ça il y a un attachement entre nous, c'est notre Et pourquoi il nous a créés? pour qu'on puisse monter justement et qu'on Mais s'approche du pourquoi? Mais c'est pourquoi il y a besoin d'humanité, Bichlal? Quel est l'intérêt? Non, que l'humanité C'est un grandisse. acte de Que l'humanité grandisse. Ok, donc ça répond à tout ça. Je veux qu'il arrive à ça. Donc de toutes les façons, donc le but ultime, c'est qu'il donne. Qu'il donne, c'est qu'on soit reconnaissant. Il est bâti sur deux parties. Le peuple juif et le reste du monde. Donc alors en fait, alors à quel âge je mets les pieds dans le plat moi à mon tour. Alors s'enfermer dans une ville et étudier dans une petite bête à midrash, finalement ça sert à quoi? Parce que sans ça, il n'y a pas de Ah monde. oui, hein? Ah bah oui, il n'y a pas que Bennett la semaine dernière. Hein. Il faut bien qu'on envoie un peu d'essai, nous aussi. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas Non de mais quoi c'est tu vrai, à parles. quoi ça sert finalement de rester enfermé et étudier finalement? Parce que tu dis que le dévoilement, il faut que les goïms. Qu'est-ce que le goïm en a à faire que toi t'es dans ton sang? Bah ouais, regarde, les Chinois, ils ont été, ils se sont inspirés. Ils ont Non, regardé les blague à Chinois. part. Réponds-moi à ça. Tov. Alors, il y a marqué comme ça dans la Gemara. Découvert. Il y a marqué comme ça dans la Gemara. Je vais te donner une Gemara, après l'autre, je la donnerai en privé. Oula. Privé. Là, je suis son avocat. Non, c'est parce que je veux pas attaquer trop frontal. Mais il y a marqué que tout le monde entier est Nizon Bishvil Khalil Abni. Il reçoit, en tradition littérale, il reçoit sa parnassa grâce à Rabbi Khalila Ben Dossa. Et Rabbi Khalila Ben Dossa, il est nourri que par un cave de Charoubim, etc. Ben Ishraï là-bas il dit que le monde entier reçoit sa parnassa Bishvil Khalil Abni. Bishvil c'est parce que pour, et c'est aussi Shvil, c'est un petit passage. C'est-à-dire que le trait d'union entre le monde matériel et le monde spirituel, il se fait que par l'étude de la Torah. Pas l'étude de la Torah, il n'y a rien. Et donc, quand il y a ce trait d'union, ça développe. Comment? Ça fait que toi, quand tu vas aller en France, tu vas parler avec un gars qui ne fait pas encore Shabbat. Parce qu'il y a un gars à Bnebra qui étudie, alors toi, ça a un impact sur toi. Ça va faire des vagues. Ça reste chez les juifs. Non, pas forcément. Pourquoi tu travailles avec des juifs? Non mais. T'as pas fait faillite encore pourtant. Non mais. Non, si je ne travaille pas qu'avec des juifs, c'est ça que je veux dire. Non mais attends, Je ne travaille pas qu'avec des juifs. En quoi ça va répondre? Ça te répond que l'étude, au niveau le plus bas de la réponse, l'étude de la Torah, de n'importe qui, elle impacte sur tout, sur le monde entier. C'est pas niglé. C'est pas niglé. J'ai pas besoin de niglé. Mais c'est pas. J'ai pas besoin de niglé. Laisse Hachem gérer le niglé. J'ai pas besoin. Moi, Hachem m'a dit. Mais tu es en train de me dire il y a 2 secondes que tout ça c'est fait. Alors quoi, on les va tous goïms. aller avec des drapeaux et de dire voilà, c'est Hachem ou Améler. C'est ça ce qu'il faut faire. Moi, Ça a jamais je existé suis dans en train l'histoire. de te dire depuis le départ que Hachem, en quoi il est besoin que les goïms ils disent Hachem. Je suis de l'autre côté, après en fait, tu me réponds que parce que ma parnassa est. Non, je parle pas de ça, je te parle maintenant, je te dirais que c'est de la parallèle, elle n'est pas en termes de parallèle, c'est maintenant. Que dévoiler quelque chose, plus moi je développe le spirituel, plus moi je développe le spirituel ici, plus ça éclaire le monde entier. J'ai pas besoin d'aller porter un message et de faire du, comment il s'appelle ?